Quelques jours seulement après avoir survécu à une tentative de coup d'État, Ibrahim Traoré prend une décision qui choque, intrigue, divise. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants change de nom. Il devient le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Pour certains, le mot est brutal. Pour d'autres, il est enfin honnête. Car la question n'est pas s'il y a la guerre. La question est pourquoi on faisait semblant qu'elle n'existait pas. Le timing n'est pas un détail. Une tentative de coup d'État n'est jamais un accident. Elle surgit quand le pouvoir est contesté, quand des intérêts sont menacés, quand le contrôle commence à glisser. Survivre à une trahison interne ne laisse pas intacte, cela réorganise toutes les priorités. À ce moment-là, la survie de l'État passe avant le confort du langage. En politique, les mots sont des armes. Les noms sont des signaux. Renommer un ministère, ce n'est pas administratif, c'est psychologique. Ce changement ne crée pas la guerre, il reconnaît qu'elle est déjà là. Terrorisme, sabotage, pressions extérieures. Le Burkina Faso n'est pas en théorie défensive, il est en réalité conflictuel. Pendant des décennies, de nombreux États africains ont mené des guerres avec un vocabulaire mou. Ils combattaient durement tout en parlant doucement. Cette dissonance a créé une illusion dangereuse. Ici, l'illusion est levée. Il n'y a plus de prétention à la normalité. Il y a une préparation assumée. Ce n'est pas une déclaration contre un autre pays. Aucun ennemi officiel n'est nommé. C'est une déclaration d'intention. Et cette intention dit une chose simple, la survie n'est plus traitée comme une crise temporaire, mais comme une réalité structurelle. Réfléchissez-y pendant que vous écoutez, car ce choix ne concerne pas qu'un pays, il interroge toute une manière de nommer le pouvoir. Quand un État change ses mots, il change aussi son rapport au réel, et c'est là que le deuxième terme devient plus lourd que le premier. Guerre attire l'attention, mais défense patriotique révèle l'architecture du pouvoir qui se met en place, car ce mot déplace la responsabilité. La sécurité n'est plus seulement une affaire d'institution, elle devient une affaire collective. La défense patriotique signifie que le peuple n'est plus spectateur, il n'attend plus d'être sauvé, il est intégré dans la logique de survie nationale. Et ce glissement est dangereux pour beaucoup d'intérêts, parce qu'un peuple impliqué est plus difficile à manipuler, plus difficile à diviser, plus difficile à retourner contre lui-même. Ce message s'adresse d'abord à l'intérieur, aux conspirateurs, aux réseaux de déstabilisation, à ceux qui parient sur la surprise, le chaos, la confusion. Le signal est clair, l'État n'est plus réactif, il devient anticipateur, mais le message extérieur est encore plus sensible. Il dit que les décisions ne seront plus validées ailleurs, ni à Paris, ni à Washington, ni dans les couloirs feutrés des partenariats sécuritaires. La défense patriotique rompt avec une dépendance ancienne, celle qui consiste à externaliser la sécurité, à importer des doctrines, à déléguer la survie. Et cette rupture ne concerne pas qu'un pays. Dans tout le Sahel, les mêmes questions brûlent. Pourquoi la présence militaire étrangère n'a-t-elle pas apporté la paix? Pourquoi l'insécurité persiste malgré des décennies d'assistance? Ces questions circulent déjà dans les rues, sur les réseaux. Dans les discussions des jeunes générations, c'est pour cela que cette décision dépasse les frontières. Elle agit comme un miroir, chaque pays y voit ses propres contradictions. Certains médias occidentaux parlent d'extrémisme, d'autres de dérives autoritaires. Mais l'histoire africaine connaît bien ce vocabulaire. Quand l'Afrique s'organise, on parle de menace. Quand elle subit, on parle de stabilité. Ce double standard n'a rien de nouveau. Ce qui se joue ici n'est pas le chaos. C'est un recalibrage du pouvoir, une redéfinition de ce que signifie se défendre. À ce stade, la vraie question n'est plus morale, elle est stratégique et elle mérite débat. Dites-le franchement dans les commentaires. Est-ce une prise de conscience nécessaire ou un pari dangereux? La suite va rendre cette question encore plus inconfortable. À partir de là, le débat glisse. Il ne porte plus seulement sur la sécurité, il attaque directement le mot le plus sacralisé du discours international, la démocratie. Les critiques arrivent vite, trop vite. Ce n'est pas démocratique, disent-ils, comme si ce mot suffisait à clore toute discussion. Mais regardons le monde tel qu'il fonctionne réellement, pas tel qu'il se raconte. Les coups d'État ne tombent pas du ciel, ils surgissent là où les ressources comptent, là où l'obéissance est attendue, là où l'indépendance dérange. Dans ce système, la démocratie n'est pas un principe universel, c'est un outil sélectif, appliqué quand il sert, suspendu quand il gêne. Les grandes puissances ne renoncent jamais à leurs intérêts au nom des urnes. Elles les redéfinissent.
elle les impose autrement. On ne capture pas des présidents élus par amour du pluralisme, on ne redessine pas des souverainetés étrangères par respect institutionnel, et pourtant, ces pratiques ne sont jamais qualifiées de dictature. Alors la question se retourne, pourquoi ce qui est toléré ailleurs devient inacceptable en Afrique ? Pourquoi la fermeté africaine est toujours suspecte alors que la coercition extérieure est normalisée? Ce discours n'est pas nouveau, mais il est rarement dit aussi frontalement, et c'est précisément ce qui dérange. Derrière la critique de la démocratie, il y a autre chose, une fatigue, une lucidité douloureuse, l'idée que les systèmes importés n'ont pas résolu les problèmes locaux, qu'ils ont parfois même servi de cheval de Troie, finançant des élites dociles, installant des dirigeants sous protection, neutralisant toute tentative de rupture. Dans ce contexte, renommer un ministère n'est pas un geste isolé, c'est un symptôme. Celui d'un continent qui commence à douter des modèles qu'on lui a imposés. Cela ne signifie pas que tout est juste, ni que toute autorité est légitime, mais cela signifie que la question du pouvoir est enfin reposée à partir de l'expérience africaine. Et cette remise en cause est dangereuse, pas pour les peuples, pour les architectures de contrôle, car une Afrique qui réfléchit à ses propres systèmes de gouvernance devient imprévisible, et l'imprévisibilité est l'ennemi de la domination. Ce moment n'est pas confortable, il n'est pas propre, il est brut, mais peut-être est-ce le prix à payer pour sortir du rôle assigné. Gardez cela en tête, parce que ce qui arrive ensuite ne parle plus d'un homme, ni même d'un pays. Il parle d'un basculement continental. À ce stade, le nom d'Ibrahim Traoré commence à s'effacer doucement. Pas parce qu'il devient moins important, mais parce que ce qui se met en mouvement le dépasse déjà. Ce qui est en jeu maintenant, c'est un système, un rapport de force ancien, une mécanique mondiale où certains pays sont autorisés à être forts et d'autres seulement à être obéissants. Pendant longtemps, la sécurité africaine a été pensée ailleurs, planifiée ailleurs, justifiée ailleurs, et chaque échec était expliqué par une prétendue incapacité locale. Mais quand un pays décide de penser sa survie par lui-même, le récit change brutalement. La préparation devient une menace, la vigilance devient une provocation, la souveraineté devient un problème. Ce renversement du discours n'est pas accidentel, il protège un ordre établi, un ordre où la dépendance est présentée comme de l'aide et l'autonomie comme un danger. Ce que révèle cette décision, c'est une vérité inconfortable. La stabilité promise n'a jamais été conçue pour durer, elle était conçue pour contrôler. Dans de nombreux pays africains, l'insécurité persiste malgré les bases militaires, les accords, les formations. Les menaces changent de forme, mais jamais de direction, toujours vers l'intérieur. Alors une autre lecture apparaît, et elle circule vite, surtout chez les jeunes. Une lecture qui dit « Si la protection venue de l'extérieur échoue, alors la défense doit venir de l'intérieur. Si les alliances ne garantissent pas la paix, alors la cohésion devient stratégique. Si les modèles importés ne fonctionnent pas, alors il faut en inventer d'autres. » C'est ici que le débat devient dangereux, parce qu'il touche à la racine. Qui définit ce qu'est un État légitime? Qui décide de ce qui est acceptable comme forme de pouvoir? Ces questions n'ont jamais été vraiment ouvertes. Elles étaient étouffées par le langage diplomatique, par la peur des sanctions, par la menace de l'isolement. Aujourd'hui, elles remontent à la surface, pas avec élégance, avec urgence. Et ce réveil ne suit pas un plan, il est fragmenté, imparfait, parfois contradictoire, mais il a une force que les anciens récits n'avaient plus. Il parle d'expériences vécues, de survie réelle, pas de principes abstraits. Ce moment oblige à choisir, continuer à croire aux promesses non tenues ou accepter l'inconfort d'une réécriture. La suite ne dira pas si ce choix est juste, elle dira seulement s'il était inévitable. C'est ici que la tension atteint un autre niveau. Parce que derrière les discours, il y a une peur que peu osent nommer. La peur qu'un précédent soit en train de naître, la peur qu'un pays africain assume publiquement ce que beaucoup vivent silencieusement, la peur que la survie cesse d'être négociable. Depuis des décennies, le monde fonctionne sur une hiérarchie tacite. Certains États ont le droit de parler de guerre sans être accusés de barbarie, d'autres doivent se contenter du langage de la retenue, même lorsqu'ils brûlent. Quand une puissance redéfinit un ministère, c'est de la stratégie. Quand un pays africain le fait, c'est de l'autoritarisme. Cette asymétrie n'est pas morale, elle est structurelle. C'est pour cela que le mot « guerre » dérange autant.
Il retire le voile, il brise l'hypocrisie diplomatique, car la guerre n'a jamais quitté le Sahel, elle a simplement été fragmentée, dilution des responsabilités, externalisation des combats, sous-traitance de la violence. Dans ce contexte, parler de guerre n'est pas provoquer, c'est reconnaître l'évidence. Et l'évidence, quand elle est dite à voix haute, devient incontrôlable. Mais le point le plus sensible n'est pas militaire, il est politique. Et même existentielle, la défense patriotique implique une chose radicale. Elle suppose que le peuple est une ressource stratégique, pas une masse à calmer, pas un problème à gérer. Cela signifie que la cohésion devient une arme, que la conscience collective devient un champ de bataille, que la manipulation de l'intérieur devient plus difficile. C'est précisément ce que redoutent les systèmes fondés sur la fragmentation, divisés pour gouverner, opposés pour contrôler, affaiblir pour durer. À partir de là, les critiques changent de ton. On ne parle plus seulement de démocratie, on parle de danger, de dérive, d'instabilité à venir. Mais posons la question autrement. L'instabilité actuelle est-elle le résultat de trop de fermeté ou de trop de dépendance ? Pendant combien d'années a-t-on promis la sécurité en échange de concessions ? Combien de partenariats ont échoué sans jamais être remis en cause ? Combien de générations ont grandi dans l'attente d'une paix importée ? Arrêtez-vous une seconde. Posez-vous cette question honnêtement. Si ces modèles fonctionnaient, pourquoi le doute serait-il aussi massif aujourd'hui ? Ce doute n'est pas fabriqué, il est accumulé, nourri par les échecs répétés, par les promesses différées. C'est pour cela que ce moment parle aux jeunes, parce qu'ils n'ont pas connu l'illusion initiale, ils n'ont vu que les conséquences, ils ne demandent pas des slogans, ils demandent de la cohérence entre les mots et les actes. Entre la souveraineté proclamée et la réalité vécue. Et c'est ici que la décision prend une autre dimension. Elle ne garantit rien, elle ne protège pas de tout. Mais elle affirme une chose essentielle, la survie n'est plus déléguée, elle est assumée. Cela ne crée pas un avenir sûr, mais cela rompt avec un passé figé, et parfois rompre est déjà une forme de victoire. La suite va poser une question encore plus inconfortable. Que se passe-t-il quand cette logique s'étend, quand elle n'est plus isolée, quand cette logique commence à se propager, elle cesse d'être un cas particulier, elle devient un signal, et les signaux en politique voyage vite. Ce qui inquiète réellement, ce n'est pas le Burkina Faso. C'est l'idée que d'autres regardent, qu'ils observent, qu'ils se posent les mêmes questions. Parce qu'une fois qu'un pays affirme que sa sécurité ne sera plus négociée, il oblige les autres à se positionner, à expliquer leurs propres choix, leur propre dépendance. Et là, le silence devient assourdissant. Dans plusieurs régions d'Afrique, les mêmes schémas se répètent. Présence étrangère durable, résultats sécuritaires faibles et une élite coincée entre discours officiels et réalité du terrain. Ce décalage crée une fissure dans la légitimité et aucune communication ne peut la colmater indéfiniment. C'est pour cela que cette décision résonne au-delà du militaire. Elle touche à la dignité politique, à la capacité de dire non, à la possibilité d'assumer le coût de ses propres choix. Car il y a toujours un coût, refuser la dépendance, c'est accepter l'isolement potentiel, c'est risquer les sanctions, c'est affronter les récits hostiles, mais accepter la dépendance a aussi un prix moins visible, plus lent, mais souvent plus destructeur. Ce que beaucoup de jeunes Africains perçoivent aujourd'hui, c'est que la neutralité n'existe plus. On subit ou on décide, même mal, même imparfaitement. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est plus un modèle à copier, il devient un point de référence, un test grandeur nature, non pas de réussite immédiate, mais de cohérence. Est-il possible de parler franchement de guerre sans sombrer dans la violence aveugle ? Est-il possible de mobiliser sans militariser toute la société ? Est-il possible de renforcer l'État sans écraser le peuple ? Ces questions restent ouvertes. Et c'est précisément ce qui rend ce moment dangereux et fascinant. Car l'Afrique n'est pas en train de chercher un homme providentiel, elle est en train de chercher une méthode, un langage, une posture face au monde. Et ce langage change, il est moins diplomatique, moins rassurant, mais plus aligné avec l'expérience vécue. Si cette approche échoue, elle servira d'avertissement. Si elle tient, elle servira de précédent. Dans les deux cas, elle ne sera pas oubliée. Ce qui se joue maintenant, ce n'est
plus la légitimité d'une décision. C'est la fin d'une innocence politique, l'idée que la sécurité pouvait être déléguée sans conséquence. La dernière question n'est donc pas de savoir si ce choix est parfait, mais s'il était encore possible de continuer comme avant. Gardez cette réflexion jusqu'au bout, parce que la conclusion ne parlera ni de victoire ni de défaite, elle parlera de réveil. Il faut maintenant regarder ce moment sans illusion, sans romantisme, sans peur non plus. Ce qui se passe n'est pas une glorification de la guerre, c'est la fin d'un mensonge collectif, celui qui faisait croire que la survie pouvait être gérée à distance. Pendant longtemps, l'Afrique a été sommée d'être calme pendant qu'elle était attaquée, d'être patiente pendant qu'elle était exploitée, de rester raisonnable pendant qu'on décidait pour elle. Ce cycle touche à sa limite. Renommer un ministère ne sauvera pas un pays. Aucune décision symbolique ne le peut, mais certaines décisions marquent une rupture mentale irréversible. La rupture, ici, est simple. Ne plus parler comme si tout allait bien quand tout ne va pas bien. Ne plus maquiller la guerre sous des mots acceptables. Cela ne garantit pas la réussite. Cela n'excuse pas les erreurs à venir, mais cela aligne enfin le discours avec la réalité. Et cette honnêteté change tout, parce qu'un peuple à qui l'on dit la vérité, même dure, devient plus dangereux qu'un peuple qu'on endort, plus difficile à manipuler, plus difficile à diviser. Ce moment ne consacre pas un homme, il expose un système mondial à bout de souffle, un système qui n'accepte l'indépendance que tant qu'elle reste symbolique. L'Afrique n'est pas en train de devenir parfaite, elle est en train de devenir consciente. Consciente que personne ne se battra à sa place, consciente que la souveraineté n'est pas un discours, mais un coup, consciente que la sécurité est une responsabilité, pas une faveur. La vraie question n'a jamais été « est-ce une déclaration de guerre ?» La vraie question est plus dérangeante. Qui a intérêt à ce que l'Afrique reste désarmée mentalement? Si cette question vous met mal à l'aise, c'est qu'elle touche juste, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne vous contentez pas d'écouter. Interrogez, discutez, suivez ce qui est en train de naître, parce que ce réveil ne fait que commencer.